Je suis André Badiche, je suis psychiatre des hôpitaux. J'ai fait des études de médecine et ensuite de psychiatrie. J'ai passé de nombreux concours qui m'ont permis de devenir professeur de psychiatrie d'adultes et ensuite chef de service en 1975 jusqu'à 2002, âge de la retraite obligatoire. J'ai pu travailler 5 ans en plus comme psychiatre des hôpitaux dans un service dirigé par le docteur Pierrick Jagot. Mais il m'a prévenu que ce serait une unité de soins, un pavillon, comme on dit, dans lequel il y a surtout des malades chroniques, c'est-à-dire des malades dont on peut penser qu'ils ne guériront pas, qui sont là souvent depuis plusieurs années et pour plusieurs années. Ils ne peuvent exprimer leur souffrance psychique que par des paroles. C'est des gens intelligents qui peuvent parler et qui n'ont pas de déficit de la parole, mais qui sont incapables de dire leur souffrance et qui ne peuvent souvent l'exprimer que par des troubles du comportement, rarement agressifs, mais ça peut arriver, auto-agressifs souvent, et donc notre travail, c'est de les soigner. Pour beaucoup de nos contemporains, même ceux qui sont instruits, Guillaume Régnier, c'est encore l'hôpital des fous, ce qui est un mauvais terme, car la folie humaine n'a rien à voir avec les maladies mentales. Si je dis que quelqu'un est fou, en gros, c'est parce que je ne le comprends pas et que je veux m'écarter de lui et que je le méprise. Ça n'a donc rien à voir avec la souffrance psychique qui s'exprime soit par les paroles, c'est le plus simple, mais tout le monde n'en est pas capable, soit parce que la personne a pris un recul par rapport à ses difficultés, c'est ce qu'on appelle les névroses, soit au contraire que le patient est incapable de dire qu'il souffre, de reconnaître sa souffrance, c'est ce qu'on appelle le déni. Il nie la réalité de sa difficulté relationnelle, parce que ça s'exprime essentiellement par des relations interhumaines, à commencer par l'intérieur de la famille. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus difficile de les soigner, et c'est ce qu'on appelle les psychoses. Névrose, psychose. On pourrait ajouter les troubles de l'humeur. On parle aussi beaucoup aujourd'hui de la bipolarité, de l'humeur. L'humeur, c'est le degré de confiance en soi qu'on a ou qu'on n'a pas. Si on en a trop, c'est ce qu'on appelle la manie. C'est pas avoir des petites manies, c'est une exaltation de l'humeur qui fait qu'on se sent capable de faire plein de choses. C'est souvent vrai. Puis quelquefois on fait des bêtises. Bipolarité, soit exaltation, ou au contraire dépression, que là on connaît beaucoup mieux parce que tout le monde connaît quelqu'un de son entourage qui est déprimé. En gros, ça fait 3 types de patients différents, névrose, psychose, troubles de l'humeur, qu'on appelle maintenant bipolarité à cause de ces 2 alternances. Il est essentiellement organisés par des services qui sont aussi des secteurs géographiques. C'est-à-dire que depuis les années 1965, on va dire ça, 70, tout service hospitalier public doit en même temps s'occuper d'un territoire, d'un secteur géographique. Par exemple, à Pierre-Janet, on s'occupait surtout du secteur sud-ouest de la ville de Rennes et la campagne autour. C'est ça le secteur. Alors ça a permis, grâce au travail du ministère de la Santé jusqu'aux médecins de base, de se dire quelles sont les structures qu'il faut. Il ne faut pas vouloir mettre tous les malades à l'hôpital. Il vaut mieux soigner les malades non plus dans leur lit, mais chez eux. Et comme on ne peut pas aller toujours chez les gens, dans des CMP, centres médicaux psychologiques. Mais quelquefois, ça ne suffit pas. Sans aller jusqu'à l'hôpital, il est bon de réunir les malades pendant quelque temps. Ça va être un hôpital de jour,
ou un centre d'accueil à temps partiel, c'est-à-dire que à côté de la consultation, il va y avoir un moment avec les infirmiers, avec les psychologues, pour prendre du temps, prendre un café ensemble, jouer aux cartes, au mieux faire du théâtre. Ça, c'est dans des lieux que personne ne connaît en ville ou à la campagne, parce qu'on veut qu'ils soient discrets. Quand on se rapproche de son environnement privé, on n'a pas envie que tous les gens sachent. Donc il n'y a pas d'étiquette très discrète qui fait qu'on va au CMP, non plus à l'hôpital psychiatrique, mais en ville ou à la campagne. Pierre Janet, l'une des unités de soins destinées à des malades qui vont rester longtemps, parce que leur pathologie est plus grave, et plus longue, et plus chronique. Alors pourquoi j'évoquais le 19e siècle? C'est parce que quand on a commencé à construire des hôpitaux psychiatriques, les beaux bâtiments de la direction de Guillaume Régnier ont été construits sans doute à la fin du 19e siècle. À l'époque, il y avait deux modèles de lieux de privation de liberté. C'était la prison et c'était les monastères, les cloîtres. Il y a des gens en bonne santé qui décident de vivre cloîtrés dans une recherche spirituelle approfondie. Et on n'a pas voulu se modeler, heureusement, sur la prison, on s'est modelé sur les monastères. Et dans les monastères, il y a des cloîtres. Il n'y a pas de monastère qui n'a pas de cloître. Et au fond, c'était un modèle architectural qui convenait tout à fait bien au lieu d'hébergement au long cours de malades chroniques. C'est-à-dire des chambres ou aussi des dortoirs selon les moyens financiers de l'époque. Malheureusement, j'ai encore connu des dortoirs. Comme ils sont privés de liberté, il faut un espace qui ne soit pas seulement l'espace de la chambre ou l'espace de la salle à manger collective. C'est bien de pouvoir sortir, ne serait-ce que pour fumer. Et donc, ça a été le modèle au XIXe siècle. Sans doute que Pierre Janet a dû être construit à peu près à cette époque-là, entre le 19e et le 20e. Un petit peu en réaction, des psychiatres, des directeurs d'hôpitaux ont consulté des architectes pour dire est-ce qu'on pourrait inventer autre chose. Et ils ont inventé l'hôpital village, sur le modèle des villages, c'est-à-dire des petits ensembles, le plus petit possible, sur un espace grand, parce qu'en général, ça a été construit plutôt à la campagne, et ça c'est l'hôpital village. Et puis maintenant, on a des unités de soins à Guillaume-Régnier qui ressemblent tout à fait à un service médical, avec des chambres particulières, des chambres à 2 lits, et sur des étages, parce qu'il faut bien rentabiliser le sol. Pour soigner ces maladies-là, il ne faut pas aller tout de suite à la cause qu'on imagine. Comme toutes les maladies mentales, quelles qu'elles soient, elles ont toutes 3 causes: bio, psycho, environnementale. Bio, c'est-à-dire qu'il faut un cerveau biologique pour dire sa souffrance par des paroles, par des actes. Psycho, la psychologie, c'est le fonctionnement psychique normal, c'est la capacité de dire « je » et de m'adresser à quelqu'un à qui on dit « tu » ou « vous ». Environnemental, c'est l'environnement, ou bien on est dans une famille vraiment défectueuse ou pas de famille du tout. Environnemental, c'est le travail, qui est quand même beaucoup d'importance dans notre société, même si les loisirs, ça compte beaucoup aussi. Psycho, bio, environnemental, c'est les causes. Comment soigner le patient? C'est d'abord de l'écouter, et ça c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, parce que, je n'aime pas tellement le terme, mais il faut décoder un peu et le comportement et la parole, c'est-à-dire lui donner un sens compréhensible dont on va pouvoir parler à deux, le patient qui est là et le psychiatre qui est là. Et en général, on ne va pas voir un psychiatre de gaieté de cœur, autant on va voir un cardiologue parce que ça fait plutôt bien de dire qu'on a une maladie de cœur,
dire qu'on a une maladie psychique, même aujourd'hui, c'est encore un peu la honte. À tort, mais c'est comme ça. Donc il faut d'abord écouter, dialoguer. Et qu'est-ce que fait le psychiatre? Il se réfère à sa formation médicale, qui est la clinique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de diagnostic à distance, il faut être auprès du malade pour faire un diagnostic qui se fondé. Fondé par la méthode médicale, c'est-à-dire les signes, les symptômes et les maladies. Signes, si je suis triste, ça ne veut pas dire que je suis déprimé, mais la tristesse, elle existe. Syndrome, cette tristesse, elle s'accompagne d'une incapacité de prendre du plaisir à faire quoi que ce soit, aussi bien le travail que le loisir. Dans ce cas-là, on parlera de syndrome dépressif et la maladie devient maladie mentale s'il y a tout un cortège de symptômes qui différencient le normal du pathologique. Et c'est vrai que le rôle des psychiatres, c'est de distinguer, de faire cette distinction entre la tristesse. C'est normal d'être triste si on a perdu son travail ou si on a perdu quelqu'un qu'on aime. Si le deuil persiste et s'aggrave dans l'esprit du patient, de la personne endeuillée, à ce moment-là, ce n'est plus le deuil normal, mais c'est le deuil pathologique qui est un des aspects de la dépression. Alors, comment on soigne? On soigne d'abord par le dialogue. C'est l'écoute et le dialogue. C'est évidemment, quelle que soit la pathologie, grave ou moins grave, c'est le dialogue qui compte, mais c'est pas facile puisque le patient est souvent dans le déni ou ce qu'il exprime, c'est pas forcément sa souffrance profonde. Donc d'abord le dialogue. Ensuite, il faut poser la question de savoir si la psychothérapie, quelle qu'elle soit, va être suffisante ou si il faut utiliser des méthodes physiques ou chimiques. À Guillaume-Brignais, on a la chance d'avoir depuis une vingtaine d'années un appareil qui s'appelle la stimulation magnétique transcrânienne. Le malade n'est pas endormi, on lui met des aimants de chaque côté du cerveau, il ne sent strictement rien, mais le fait de créer un courant magnétique de part et d'autre du cerveau suffit quelquefois pour sortir quelqu'un d'une dépression. Troisième façon de traiter, qui s'est beaucoup développée depuis, on va dire, depuis 50 ans, depuis les années 50, 70 ans, c'est qu'on a maintenant des médicaments psychotropes qui ont un tropisme pour le psychisme, mais par l'intermédiaire des neurones. Les médicaments chimiques n'agissent pas sur le psychisme, ils agissent sur les neurones qui s'expriment de façon psychique, c'est-à-dire par la qualité relationnelle de quelqu'un qui a confiance ou pas dans quelqu'un à qui il attribue le rôle de soignant ou de médecin. Et il y a 3 types de médicaments psychotropes. Ceux que l'on utilise de façon trop banale, mais qui est souvent utile, c'est les médicaments anxiolytiques contre l'anxiété, qui sont les mêmes médicaments contre l'insomnie, et l'insomnie est un symptôme extrêmement fréquent pour lequel on peut utiliser les anxiolytiques, les antidépresseurs, j'en ai parlé tout à l'heure, antidépresseurs, pas besoin de définir plus, et ce que je n'ai pas défini mais qu'il faut développer, c'est qu'est-ce que c'est que les antipsychotiques. Les antipsychotiques s'appelaient autrefois neuroleptiques. Quand j'étais interne, on utilisait des neuroleptiques. Leptique en grec, ça veut dire qu'on s'effondre. Ces médicaments-là étaient capables de soigner, mais des psychotiques délirants, mais de calmer les troubles du comportement, mais au prix d'un effondrement physique qui faisait que les gens qui en prenaient ne voulaient pas en prendre. Ils avaient un peu raison parce que s'ils en avaient eu l'expérience dans le passé, ils savaient que ça leur donnait un effondrement physique et psychique. Heureusement, depuis les années 50 où les premiers
neuroleptiques ont été expérimentés en France et ailleurs. On les appelle maintenant antipsychotiques, c'est-à-dire que la recherche dans les neurosciences, y compris sur des animaux, ont permis que le patient soit capable de prendre du recul par rapport à un symptôme qui est dominant dans la psychose, qui est le délire. Le délire, on en a tous l'expérience dans le cauchemar. Si on fait un vilain cauchemar dans la nuit et qu'on se réveille, on a tous un petit moment d'hésitation. Qu'est-ce qui est vrai? C'est le cauchemar? Ou est-ce que c'est que je suis dans mon lit et que tout à l'heure, je n'arrivais pas à m'endormir? Car le cauchemar apparaît souvent dès qu'on sombre dans le sommeil. Alors heureusement, le cauchemar n'est pas pathologique. On fait tous des mauvais rêves ou des bons rêves. Et les mauvais rêves s'appellent des cauchemars. Dans le délire, la personne reste dans son cauchemar, même quand il est parfaitement réveillé. Et ce que tout le monde connaît, c'est le délire de persécution. C'est normal d'être un petit peu méfiant par rapport à quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou c'est normal que, en ce moment, je me demande un petit peu ce qui se passe dans mon dos, je vais regarder parce qu'il y a un bruit qui m'est désagréable, je regarde et puis ça suffit pour me dire, non, c'est une voiture qui passe dans la rue. Mais ce sentiment de persécution, c'est banal. Là où ça devient pathologique, c'est quand ça persiste, quels que soient les discours, l'affection qu'on démontre à un patient, l'attention qu'on lui porte, les soins qu'on lui donne, malgré tout, le délire persiste. Et à ce moment-là, on a découvert dans les années 50, et heureusement maintenant de façon avec des médicaments antipsychotiques qui n'ont presque plus d'effets secondaires grâce à la recherche, et qui ont essentiellement des effets antipsychotiques, c'est-à-dire que le patient réussit à dire, quand il a pris ce médicament-là quelques semaines, ben oui, c'est vrai, je me suis trompé. C'est rare qu'il dise ça, mais c'est quand même un peu une bonne façon de définir ce que c'est qu'un médicament antipsychotique.